Aujourd'hui, on parle compte titre. En fin de vidéo, on fait un petit point sur mon portefeuille, les plus ou moins valus. Mais on va surtout parler de ma watchlist, des actions qui m'intéressent, sachant qu'il y en a certaines qui arrivent sur des niveaux intéressants. Avant de commencer, je voudrais faire un petit point marché, surtout un petit point sur le S&P 500, vu qu'on parle de CTO aujourd'hui. Donc on va regarder quelques graphiques ensemble et notamment ce ratio qui nous montre un petit peu quand est-ce que le S&P 500 est suracheté ou au contraire survendu. Et vous voyez qu'actuellement on est sur un 95-93 en rouge. C'est des points qu'on atteint très rarement et qui sont généralement suivis par des petites correction, rien non plus de bien alarmant, mais ça pourrait potentiellement, pourquoi pas, nous orienter sur le fait qu'on va peut-être finir quand même par avoir une petite correction, ou du moins une consolidation pour le S&P 500. Bon, ça c'est une paire, c'est une comparaison que je regarde de temps en temps aussi. Donc le cours classique avec les chandeliers, c'est la paire S&P 500 Gold, et en orange c'est uniquement le S&P, et vous voyez que la paire S&P Gold elle a commencé à retracer environ 4%, 4 ou 5%, alors que le S&P atteint un nouvel ATH. Généralement vous voyez quand même que ça va de pair, quand on commence à avoir une correction sur la paire, et ben généralement c'est qu'après on a quand même une certaine correction du S&P 500, ou souvent c'est même simultané. Donc voilà, encore un petit indicateur qui me fait dire qu'on pourrait aussi avoir une correction sur le S&P. Et donc peut-être, pourquoi pas, profiter de cette correction avec des valeurs un petit peu moins surévaluées. Allez, un dernier indicateur et j'arrête de faire mon pessimiste. Alors là, ce que vous pouvez voir finalement, c'est des évolutions rapides, des rallyes qui ont eu lieu après des événements. Et là, ce qu'on voit, c'est que le rallye là, qu'on est en train de connaître sur le S&P, qui commence à atteindre des zones assez élevées. Vous voyez qu'on en a connu de telles que 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Et il y en a une, c'était le rallye post-Covid. On a eu aussi la dot-com bubble, la bulle internet. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que là ce qu'on est en train de vivre, c'est typique d'un rallye de post-récession, ou est-ce que c'est typique d'une bulle, parce qu'on a quand même un Nvidia qui drive à lui tout seul le S&P 500. On a l'impression limite que cette hausse elle repose sur une seule action ou un petit regroupement d'actions qui sont liées à l'IA, à l'intelligence artificielle. Donc voilà, c'est une réflexion comme ça à méditer. Au passage, je vous remercie parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui regardent les vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez soutenir la chaîne. Pour Apple, on est en train de corriger un petit peu. Vous voyez qu'on est en train de former un double top juste ici. On a des news qui sont pas très positives. Une baisse des ventes début 2024 et notamment une grosse amende infligée par l'Europe. Mais globalement, Apple, c'est une société qui est exceptionnelle. Elle a un large avantage concurrentiel de par la puissance de sa marque. Tout le monde veut un Apple et tout le monde est prêt à payer plus cher son téléphone, même s'il n'y a pas forcément d'innovation. Bon, ça c'est à débattre, mais globalement c'est une entreprise qui a un gros pricing power, et ça c'est un bel avantage concurrentiel. Et ça se traduit notamment en termes de profitabilité. On a un return on equity de 160%, ce qui est exceptionnel. Un ROCE de 58%, on n'en a pas encore vu dans les analyses d'aujourd'hui. Donc une profitabilité qui est exceptionnelle, largement supérieure aussi à ce qui s'est fait historiquement pour l'action, donc en progression. Une santé financière avec un score d'Altman qui est safe, donc peu de chances de faire faillite. En revanche, on a un cash qui est sur une petite tendance baissière, là, les 5-6 derniers exercices, avec une dette qui stagne. Tant que la dette augmente pas et qu'ils arrivent à repartir un petit peu sur le cash, moi ça me convient. Un revenu en croissance, sauf sur le dernier exercice, donc ça c'est à surveiller. En termes de business, vous voyez que c'est le
l'iPhone qui drive les revenus. On a aussi un secteur qui augmente dans la part des revenus, c'est les services à hauteur de 25%. C'est un secteur qui est assez intéressant parce qu'on a notamment les abonnements et c'est important pour une entreprise d'avoir des rentes régulières. Ensuite, on a les accessoires, les AirPods, etc. Et dans une moindre mesure, c'est plutôt des produits qui ont tendance à diminuer dans la part du chiffre d'affaires. On a les MacBooks et les iPads. Donc globalement, très belle société, aucun warning. Personnellement, j'aimerais bien, avant d'investir dessus, parce qu'on est quand même sur un PE ratio de 26-27, donc payer 26-27 fois les bénéfices, c'est effectivement une très belle entreprise, mais j'aimerais bien attendre un petit peu. Et si on pouvait se rapprocher de la moyenne mobile 200 périodes en weekly, ça commencerait à m'intéresser, sachant que si on regarde en monthly, elle est beaucoup plus basse et on l'atteint quand même assez rarement. La dernière fois qu'on l'a atteint, c'était en 2004, donc je ne vais pas non plus patienter autant, mais si on pouvait se rapprocher de cette moyenne mobile, je serais très intéressé pour acheter du Apple. En termes de dividendes, c'est un dividende qui est trimestriel. Vous voyez qu'on a un rendement annualisé qui est extrêmement faible, 0,5%, mais personnellement, c'est pas ce qui est crucial pour moi dans un dividende, le rendement. Parfois, un rendement élevé, c'est même plutôt un piège pour attirer les investisseurs. Là, si vous me suivez, vous savez que sur mon PEA, c'est un petit peu ma stratégie, mais je prends des rendements qui ne sont pas forcément élevés, mais qui ont une bonne croissance annuelle et continue. C'est ça qui m'intéresse plus. En termes de payout, on a un payout qui est ridicule, 14%, sachant que le payout, c'est la part des bénéfices qui va être reversée aux investisseurs. Donc là, on est à 14-15%. Au-dessus de 100%, l'entreprise, elle pioche dans ses réserves, dans sa trésorerie, ou pire, elle emprunte pour payer le payout. Vu que si on est au-dessus de 100%, on est au-dessus de ce qu'on a fait en termes de bénéfices. C'est par exemple le cas pour des sociétés comme Realty Income, qui ont un payout qui est très très élevé. Et c'est pour ça que je fais attention sur ce genre de société. Ensuite, on a Paychex. Alors, Paychex, c'est une société qui est spécialisée dans le développement de logiciels de gestion. Donc, le chiffre d'affaires, il se répartit entre des solutions de gestion de paye et de ressources humaines à hauteur de 75%, et des solutions de gestion de ressources humaines toujours, mais pour des organisations professionnelles, notamment d'employeurs, à hauteur de 23-24%. En termes de répartition géographique, on est majoritairement centré sur les États-Unis. Personnellement, ça ne me dérange pas, parce que je crois en la croissance des États-Unis, qui ont un PIB assez exceptionnel. En termes de fondamentaux, on est aussi sur une très belle société, avec une très belle notation. On n'a pas de sévère warning. En termes de profitabilité, on a un ROCE de 46-47, ce qui me convient tout à fait. Attention, cependant, vous voyez qu'on n'est pas forcément au-dessus du ROCE en termes d'historique. En termes de profitabilité, on est sur une très belle entreprise aussi. On a un ROCE de 46,5, qui est supérieur, très largement supérieur au secteur d'activité. Attention, il est néanmoins pas supérieur à ce qu'on a connu dans l'histoire de la société, ce qui n'est pas le cas pour les marges et pour le return on equity, qui sont aussi excellents, largement supérieurs au secteur d'activité et largement supérieurs à l'historique, ce qui est une très bonne chose. En termes de santé financière, on a peu de probabilité de faire faillite, ce qui est quand même un point essentiel quand on investit sur une action. Et en termes de cash, on a une situation qui est assez exceptionnelle, avec un cash qui est en forte augmentation et une dette qui stagne, voire qui a tendance à diminuer. Pour le revenu, c'est chirurgical, on a une croissance qui est constante, quasiment, hormis l'exercice de 2021, les répercussions du Covid. Mais globalement, on est quand même sur une très très belle société, un gros rank de 10 sur 10. Légèrement sous-évalué d'après Gurufocus, malgré le fait qu'on soit sur un PE ratio de 27, ce qui est quand même un petit peu élevé. Pour l'instant, comme vous le voyez, on est dans ce range juste là. On a une résistance oblique qui commence à se former. Personnellement, j'aimerais bien quand même qu'on redescende sur des niveaux un petit peu plus bas, comme par exemple les 106-107 $.
Ensuite, on a Nike. Bon, je pense que tout le monde connaît Nike. Je vais pas vous refaire tout le business. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez regarder un petit peu là la répartition en termes de produits, la répartition du revenu en termes de produits. Très belle société, Nike, avec une très bonne rentabilité. Un ROCE de 21, ça me convient. Au-dessus de 20, ça me convient. On a un return on equity de 36-37%, ce qui est très bien aussi. Des marges qui peuvent paraître un petit peu faibles, mais qui sont supérieures au secteur d'activité. En revanche, on est en dessous en termes de rentabilité que ce qu'on a pu connaître historiquement pour l'entreprise. C'est une entreprise là qui a du mal à être... elle est rentable, il n'y a aucun souci là-dessus, mais qui a du mal à être plus rentable que ce qu'elle a pu être. Donc voilà... l'entreprise fait le nécessaire quand on lit les résultats. En tout cas, l'objectif c'est de réatteindre des sommets historiques en termes de profitabilité. Donc il faut voir ça, il faut voir si l'entreprise arrive à aller au bout de ça. Mais globalement, on est quand même sur une très belle rentabilité, une bonne santé financière. Vous voyez, on a quasiment autant de cash que de dette. Le cash en vert, la dette en rouge, même si le cash a tendance à un petit peu diminuer alors que la dette diminue mais moins vite. On a un revenu qui est en croissance, hormis pour 2020, le Covid, une période que j'ai moins tendance à prendre en compte parce que je juge qu'elle est exceptionnelle. Un gross rank de 10 sur 10. On a un severe warning, à mon avis ça concerne les assets. Voilà, on a des assets qui augmentent plus rapidement que ce que n'augmente le revenu. C'est un point d'attention, Vous voyez, c'est toujours question de revenus pour Nike et c'est un des objectifs du management. On a un petit tweet là qui m'a paru intéressant de Jordan Montel qui dit que en gros, si on nommait la période Covid, qui comme je vous le disais est pour moi assez exceptionnelle, on a une tendance haussière là qu'on voit en vert et on se rapproche sur des points de bas de tendance. Donc c'est vrai que c'est pas déconnant, ça pourrait commencer à être des points d'entrée intéressants. Je vais peut-être attendre un petit peu quand même qu'on aille chercher un petit peu plus bas, mais on commence, pourquoi pas, à être sur des points qui peuvent être intéressants. En termes de GF value, vous voyez qu'on considère qu'on est sous-évalué, malgré le fait qu'on ait quand même un PI ratio de 29, ce qui personnellement, moi, me paraît quand même un petit peu élevé. Donc vous voyez, en termes de GF value, on prend notamment en compte le earnings power value, le pouvoir finalement de faire des revenus. Et pour Nike, on est un petit peu dans le rouge. J'aimerais bien vous montrer en termes de GF value. Je vous ai jamais trop expliqué comment ça fonctionnait. En gros, on prend en compte une multitude de choses, notamment l'historique des multiples, notamment le PI ratio, le price to free cash flow, donc c'est-à-dire le prix de l'action par rapport à ce qu'on arrive à faire en termes de free cash flow, ce qu'on arrive à dégager en termes de trésorerie. On a aussi les returns, donc les revenus de l'entreprise et surtout la croissance de ces revenus. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, pour Nike, c'est pas ce qui performe le plus. Et enfin, les estimations futures pour les performances du business. C'est tout ça qui est pris en compte dans la GF value. Je vous laisse peaufiner si y a pas mal d'infos si ça vous intéresse. En termes de dividendes, on est sur un dividende qui est trimestriel. Vous voyez qu'il est en constante augmentation depuis globalement les années 2000, voire avant. On a un payout de 40%, ça reste raisonnable, un payout de 40%. J'apprécierais pas forcément qu'on aille beaucoup plus haut, mais globalement, point positif pour le dividende de Nike, on n'est pas sur un rendement élevé, on est sur un rendement de 1,4%, mais pour moi ça fait le taf. Ensuite, une entreprise qui est liée à la construction, qui est liée au bâtiment, c'est Carlist Companies. Donc globalement c'est un fabricant de produits de revêtement. Bon là il parle d'enveloppes de bâtiments, donc ça peut être muraux, mais aussi les toitures, donc les couvertures finalement. Bon là la répartition du chiffre d'affaires, elle est faite entre les technologies waterproof et les matériaux de construction. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise qui essaye d'innover, par exemple en termes d'isolation.
Vous savez que on est quand même dans une période où on pense beaucoup au durable, hein, ce qui est normal, et c'est une entreprise qui innove pas mal là-dessus, hein, sur des matériaux qui soient plus isolants, plus durables, pour permettre de moins chauffer les bâtiments, notamment, et donc de moins consommer d'énergie. Sachant que pour moi le secteur est porteur parce qu'on aura toujours besoin de se loger. Globalement, la population mondiale, elle est en augmentation. Et on a des enjeux quand même avec cette compagnie qui sont très intéressants et qui sont liés au durable. En termes de répartition géographique, on est quand même beaucoup centré sur les États-Unis. Et puis après, on a toujours du North America, hein, de l'Europe, et puis il me semble un petit peu d'Asie, un petit peu d'Afrique, mais c'est très 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 minoritaire. En termes d'actionnariat, globalement, c'est un petit peu la même chose pour Applied Materials. On a du Vanguard, on a du BlackRock. On a quand même des gros fonds, JP Morgan. Ça, pour moi, c'est positif parce que c'est des fonds qui gèrent quand même beaucoup d'argent et qui savent de quoi ils parlent, hein. Donc, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Alors, on va sur Guru Focus pour analyser un petit peu les fondamentaux. On va tout de suite aller voir, on a un severe warning. C'est la même chose que pour Nike. Pour moi, c'est pas grave, mais je préfère prendre moins de risques. Là, vous voyez quand même qu'on est sur une GF value qui est très élevée, et c'est vrai que pour moi, la façon de prendre moins de risques vis-à-vis de ce genre d'entreprise, c'est d'attendre qu'elles corrigent et puis de ne pas les acheter surévaluées. On a une santé financière de 7 sur 10. Qui est correct, hein. On a un score d'Altman qui est très safe, donc peu de chances de faire faillite. Un cash to debt qui est effectivement moins terrible, enfin pas terrible par rapport aux analyses qu'on a pu faire, hein, mais qui sont quand même assez exceptionnelles, avec du Apple, du Nike, etc. C'est une entreprise qui investit beaucoup. On voit quand même que sur les 3 derniers exercices, on a un cash qui est en croissance et une dette qui est en diminution, donc c'est quand même plutôt positif. Des revenus en croissance, hormis sur le dernier exercice, hein. C'est d'ailleurs étonnant que ça n'ait pas été pricé par le marché. Donc il y a dû y avoir des good news. Pour le news flow, je vous laisse aller vous renseigner un petit peu vis-à-vis de cette entreprise. Et n'hésitez pas à compléter d'ailleurs, hein, dans les commentaires si vous avez des infos. On a une profitabilité qui est excellente, largement supérieure au secteur d'activité en tout point, et globalement largement supérieur à ce qu'on a connu pour la société historiquement. Donc on a une rentabilité qui est en croissance et qui s'améliore, ce qui est une très bonne chose. Un gros rank de 8 sur 10, tout à fait correct, mais vous voyez qu'en termes de GA value, c'est pas terrible. On est sur un PI ratio de 23, mais dans ce secteur d'activité, ça me paraît élevé. En termes de dividendes, c'est aussi très positif, comme d'habitude un rendement faible, une belle croissance des dividendes, et un payout de 22,5%. Je vais vite parce que maintenant vous commencez à connaître. Comme vous pouvez le voir, juste ici, attendez, je vais mettre sur le portefeuille pour vous faire quand même un petit point portefeuille. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis en quand même forte moins-value, 4% pour l'instant, mais en si peu de temps, c'est quand même assez important, hein, sur Alphabet et UNH. J'ai placé 2 ordres. Je vais décaler un petit peu ça pour que... Voilà, hop. Ou alors, je vais décaler plutôt ma tête. Pardon. Voilà. Donc, j'ai placé 2 ordres. Donc, j'ai quand même placé un ordre sur Apple à 165 pour 2 actions, ce qui n'est pas grand-chose, histoire de créer une ligne. Et puis ensuite, je ferai fructifier cette ligne, je la grossirai petit à petit si on venait à corriger. J'ai aussi placé un ordre sur UNH en bas de range, hein, je vous montre ça juste après, pour faire diminuer un petit peu mon PRU. J'ai repris une action, hein, donc globalement une valeur à peu près similaire avec laquelle je suis rentré récemment sur UNH. Donc voilà, hein, pour UNH, comme vous pouvez le voir, bas de range en weekly, c'est une position que je vise, parce que je considère aussi qu'on se rapproche de la moyenne mobile 200, donc je considère que ça peut être intéressant. Donc voilà, j'ai décidé de recharger vers ces niveaux-là. Ensuite, pour Alphabet, vous voyez qu'on est déjà sur un PR de 20, hein, ce qui moi me paraît assez intéressant. Là, je vais mettre les 500 € mensuels sur le compte titre, donc je pense recharger
Alphabet avec 500 euros. Certainement à l'approche de ce support-là, des 124, mais j'aimerais bien aussi qu'on se rapproche de la moyenne mobile 200 pour pouvoir recharger à ce niveau. Sachant que si on reste sur tendance haussière, elle va aussi continuer de progresser légèrement. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, c'est ça qui fait fonctionner la chaîne.